Laurent? C'est parti. Bonjour à tous. Donc, nous voici pour la deuxième rencontre numérique du myélome, hein. On a fait la première partie sur la partie médicale la semaine dernière. Là, cette semaine, on fait la partie sur agissons pour vivre avec le myélome, hein. On parlera des douleurs, de la fatigue, de l'anxiété, et puis surtout aussi des moyens pour mieux vivre avec ce myélome. Voilà, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Dr Cécile Sontag de Strasbourg et puis Dr Margaret Macro de Caen, donc à l'est et à l'ouest. Voilà, nous sommes bien encadrés pour essayer de répondre à toutes vos questions. Je vais laisser la parole à Audrey de la Patte Graphique qui va nous, comme d'habitude, gérer toute la partie technique et puis qui va donner quelques indications pour que ça se passe bien avec la vidéo, la technique numérique. Merci beaucoup Laurent et puis bonjour à tous. Donc je vois que vous êtes tous déjà bien disciplinés. Donc effectivement le chat est en bas à droite. Vous pouvez écrire vos questions, nous dire déjà bonjour et d'où vous nous dites bonjour. Et si vous voulez qu'on identifie vraiment mieux vos questions, à côté d'écrire, tapez votre message. Je vais aller sur l'autre slide. Il y a un petit point d'interrogation qui est de base transparent et quand vous cliquez dessus, il devient bleu comme sur l'image et à partir de ce moment-là, vous avez écrit taper une question et comme ça, le docteur Sontag et le docteur Macro pourront bien évidemment mieux visualiser vos questions et ça se distinguera de vos messages normaux. Et autre petite adaptation, vu qu'on a changé de logiciel, pour les personnes qui sont sur l'application téléphone ou tablette, quand on va lancer les vidéos à certains moments, si votre téléphone ou votre tablette, les vidéos de base, quand vous les lancez, sont en mute, en silencieux, il faut que vous cliquiez sur la vidéo pour activer le son. Voilà, je préférais le dire, comme ça vous avez toutes les informations techniques requises et puis je redonne la parole à Laurent. Merci. Donc voilà. Non, c'est moi qui. Non, mais j'allais juste passer le relais à François. Voilà, retour à l'Est, François de Mulhouse. Vas-y. Voilà. Alors, initialement, nous avions deux bénévoles très investis dans la F3M, Claire Dubré et Sophie Lanmer, qui auraient dû animer cette rencontre numérique du myélome. Eh bien, le hasard fait que ça montre bien que l'on doit vivre avec la maladie. Toutes les deux sont actuellement indisponibles. Et donc, c'est Laurent et moi-même qui allons prendre le relais. Voilà. Donc, on a une pensée pour elle dans un moment un peu difficile. Voilà. Donc, voilà. Alors, comment ça va se passer? On va vous présenter des petites vidéos qui durent autour de 3-4 minutes. Ensuite, nos intervenants pourront faire des commentaires. Et puis, on leur posera quelques questions. Éventuellement, s'il y a des questions très pertinentes qui apparaissent dans le chat, on pourra en faire profiter tout le monde. Voilà. Et un petit peu comment ça va se passer. Donc, comme dit, cet après-midi est consacré plutôt à la partie qualité de vie avec le myélome, donc pas trop aux questions médicales. Voilà. Laurent, on peut y aller. C'est moi qui commence. Ouais, on peut. Donc, alors, on va lancer la première partie qui est sur la douleur avec une vidéo qui a été tournée à Avignon, je crois. Une table ronde qui avait été faite à Avignon. Vas-y Audrey. Le rythme normal, c'est un Doliprane tous les matins au petit-déj. Quand ça m'est arrivé, c'est sûr que j'étais très éprouvée quand même. Très éprouvée quand même.
La douleur dans le myélome multiple et le ressenti, il est propre à chaque individu. Alors j'ai souffert énormément du dos. Je souffre toujours essentiellement de douleurs au dos, lombaire, cervicale. Je ne peux pas dire que je souffre vraiment de cette maladie-là. Par contre, ce que je ressens, c'est quand je vais faire un peu plus de marche, ça me tire un peu dans le dos. La prise en charge de la douleur dans le cadre du myélome, elle fait partie intégrante des soins de support oncologique, donc fait partie de la prise en charge globale du myélome. Cette prise en charge elle est pluridisciplinaire. En fonction des localisations, il peut être amené à avoir différents médecins de spécialités différentes, notamment des médecins ergologues, radiothérapeutes et autres. Et en même temps, elle est pluriprofessionnelle puisque dans cette prise en charge, ils vont intervenir tous les professionnels des soins de support. Le rôle important est là ce qu'on appelle le traitement spécifique, que ce soit la chimiothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, puisque ces traitements ils visent à améliorer, voire à faire disparaître les différentes manifestations de la maladie, dont la douleur. Les traitements pharmacologiques, c'est ce qu'on appelle plus classiquement les antalgiques. On peut utiliser jusqu'à la morphine et ses dérivés. En parallèle, en fonction des localisations et de l'intensité de la douleur, on peut utiliser la radiothérapie à visée antalgique. En dehors de tous ces traitements, on va dire pharmacologiques, on utilise les alternatives non médicamenteuses, notamment la méditation de pleine conscience, la sophrologie, la réflexologie, l'acupuncture. Évidemment, je vais chez le kiné une fois par semaine. Ça, c'est le docteur de l'hôpital qui me l'a prescrit pour que je me remuscle. Mais ce qui me fait le plus de bien, c'est l'aquasophrologie en piscine. Et ça me détend énormément. En tant que moi aidant, c'est vrai que c'est un moment aussi, alors déjà de partage, où on partage une activité ensemble, ce qui est vraiment très agréable, ou un moment de détente pour moi aussi, puisque s'occuper de ma maman, c'est aussi quand même beaucoup de soucis aussi. Moi, j'étais très sportif, du coup j'ai voulu refaire du sport comme avant, mais mon corps a dit non. Et du coup j'ai tout arrêté, j'ai pris du poids et j'avais tout le temps mal. Et bon, à un moment donné, effectivement, le déclic est venu de se dire il faut essayer de faire du sport de façon adaptée. Et du coup, je suis allé voir les bonnes personnes, c'est-à-dire la coach sportive qui travaille à l'hôpital et une diététicienne pour essayer de reprendre un peu tout ça en main. Depuis le début, que ce soit entre les chimios ou entre les deux autogreffes, je n'ai jamais cessé de participer à des cours de balnéothérapie, de la kinésithérapie et aussi du yoga. On observe dans la pratique que la prise en charge des patients est souvent tardive et donc également la mise en place de traitements. Le message le plus important à faire passer aux patients, c'est qu'effectivement, dès l'apparition des premiers symptômes, il faut qu'ils s'adressent à l'équipe soignante référente pour que cette douleur soit bien identifiée, prise en charge et traitée le plus rapidement possible. Laurent, on ne vous entend pas? C'est mieux avec le micro? Ah, là, c'est bien. Voilà, j'avais oublié de mettre le micro. Donc, ce que je disais, c'est qu'on voit bien déjà dans les questions que les questions vont dans tous les sens. Enfin, je dis ça dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que les douleurs sont tellement diverses et variées, il y a des moments différents dans la prise en charge du myélome que voilà, on parle déjà de traitement, on parle des activités, vers qui s'adresser. Ça va vraiment un peu. Je ne sais pas si vous voulez faire peut-être une présentation générale, un peu dire quelques mots sur, de manière générale, sur la douleur et le myélome, comment on l'accompagne. Tout à fait. Donc, moi, je suis le docteur Mariette Macro, je travaille à Caen et donc j'ai le plaisir
pas d'animer, plutôt d'être là à votre écoute, puisque les animateurs sont Laurent et François, pour cette partie vivre avec. Vivre avec, pourquoi on est maintenant arrivé à vivre avec le myélome, c'est une maladie qui est devenue chronique, avec des survies qui sont nettement meilleures qu'il y a 10 ou 15 ans, grâce au progrès thérapeutique. Et donc, on se trouve face à des patients qui ont besoin d'un accompagnement en dehors de la prise en charge spécifique de la maladie pour tout ce qui est à côté. Donc, la douleur, effectivement, c'est le maître symptôme du myélome, parce que le myélome est une maladie, comme vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, qui touche les os du squelette et donc qui fait mal parce qu'elle détruit de l'os. Et donc, on va voir que ça aura des conséquences même pour la suite. Mais en tout cas, au diagnostic, 70% des patients ont ce qu'on appelle une atteinte osseuse, et celle-ci se manifeste par le maître symptôme de l'insuffisance osseuse, qui est la douleur. Donc, les douleurs font partie intégrante de la maladie au diagnostic, en tout cas pour les 3/4 des patients, mais vont l'accompagner aussi par la suite, parce qu'elles peuvent être dues en dehors On a perdu Margaret. revenir, je pense longuement sur la neuropathie et des symptômes très, très spécifiques, et peuvent être dues à certaines complications, comme la phlébite, qui est beaucoup plus fréquente dans le myélome comme dans tous les cancers, puisqu'on augmente les risques de... Est-ce que c'est moi qui perds? Ouais. Alors, je vais peut-être désactiver la caméra de Margaret, parce que ça n'avait pas fait. Non, j'arrive pas à toucher aux configurations. On a perdu Margaret, c'est ça, hein? Oui, on a perdu Margaret. Est-ce que vous pouvez reprendre la suite, ouais. s'il vous plaît? Oui, donc effectivement, ce que le docteur Macro expliquait, c'est que clairement, le mot douleur, il englobe beaucoup de choses. Et dans le myélome, je pense que la première urgence, c'est d'identifier quel type de douleur on a. Parce que vous avez des douleurs qui sont liées à la maladie elle-même et qui vont diminuer avec le traitement. Vous avez des douleurs qui peuvent être liées aux effets secondaires des traitements, et notamment la neuropathie. Et puis, vous avez aussi la douleur liée à la lourdeur de la maladie elle-même, avec le corps qui peut s'exprimer sous différentes formes. Donc, la première chose à faire, c'est de s'écouter correctement, de se faire écouter aussi pour essayer de mettre un nom sur le type de douleur. Parce que vraiment, je pense que c'est une maladie où le fait d'avoir mal, ça englobe différentes choses. Et après, les thérapeutiques, elles vont aussi dépendre du type de douleur qui est engendré. Voilà, je crois que je suis reconnectée. Donc, oui, Margaret, oui. C'est qu'il y a une partie aussi, on a vu qu'il y avait déjà des questions là-dessus. La maladie peut être parfaitement bien contrôlée, être en rémission, et les patients continuent à souffrir, soit des douleurs osseuses, parce qu'une fois que la perte osseuse est là, on ne reconstitue pas totalement la masse osseuse, et donc il persiste des douleurs à type de séquelles. Par exemple, s'il y a eu des fractures, s'il y a eu des tassements vertébraux notamment, la mécanique osseuse n'étant plus la même, on a des douleurs d'insuffisance osseuse qui sont mécaniques, c'est-à-dire que le patient a mal quand il fait des efforts ou quand il marche, comme on l'a vu dans la vidéo. Et pour ces douleurs-là, il y a une prise en charge qui peut être spécifique, notamment pour les tassements vertébraux. Le docteur Sontag avait proposé dans sa réponse aussi d'interroger sur une cimentoplastie. Il y a des douleurs, par exemple le port de certains soutiens comme le corset, et puis il y a la prise en charge non médicamenteuse de la douleur qui est séquellaire. Et de même que l'atteinte osseuse peut entraîner des séquelles qui sont douloureuses en dehors de toute activité de la maladie contrôlée, les neuropathies périphériques, l'atteinte des nerfs périphériques, peut s'accompagner de séquelles douloureuses. Tout ne revient pas comme antérieurement. Et comme disait le patient qui est sportif, on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant d'être malade. Donc il faut adapter le traitement, il faut adapter l'activité, mais ça on reverra ça tout à l'heure. Donc la question à qui s'adresser, c'est qui les bonnes personnes? Je pense que la première personne à qui vous adressez, c'est l'hématologue ou oncologue qui vous prend en charge, c'est votre médecin référent, et lui il connaît toutes les ficelles,
et notamment au sein du service où tu prends en charge l'équipe de la douleur, les psychologues, les sophrologues, les algologues, etc. Donc, je pense qu'il doit être vraiment votre point de référence, puisque vous ne pouvez pas avoir accès forcément à tous les intervenants sans connaître les réseaux. Et il y a maintenant dans tous les hôpitaux des services ou des équipes mobiles de la douleur. On a quand même fait beaucoup de progrès ces 20 dernières années sur la prise en charge de la douleur. Donc, celle-ci, maintenant, notamment grâce au morphinique, est contrôlée dans 90% des cas de façon correcte. En tout cas, au diagnostic, pendant la prise en charge de la maladie, pendant que cette maladie est active. Il y a, donc, comme on disait tout à l'heure, une prise en charge non médicamenteuse qui fait appel à la sophrologie, à l'hypnose, même à l'auto-hypnose. Et dans certains services, il y a des intervenants qui apprennent aux patients à gérer eux-mêmes en auto-hypnose la douleur. Il y a la méditation qu'on vous a citée dans la vidéo. Et puis, il y a des traitements qui sont spécifiques en fonction du type de la douleur. La douleur osseuse est prise en charge par des traitements qu'on appelle antalgiques classiques. Donc, il y a plusieurs paliers. Un patient dans la vidéo parlait d'un comprimé de Doliprane par jour, ce qui donc laisse supposer que la douleur n'est pas très importante. Mais il y a ce qu'on appelle les paliers 2, donc c'est des intermédiaires entre les antalgiques simples, comme le paracétamol ou Doliprane, et les morphiniques. Ça, ce sont des traitements classiques de la douleur habituelle. Vous avez une cause de la douleur, qui est par exemple une fracture, et vous prenez en charge bien sûr la fracture, mais vous donnez aussi des antalgiques. Ça, pour toutes les fractures, si vous avez un accident, c'est exactement la même chose. Et puis, il y a des traitements qui sont particuliers, et notamment pour la neuropathie, si on donne des antalgiques simples, du paracétamol ou même de la morphine, ça ne marche pas très bien. Donc, on va, avant de parler du traitement de la neuropathie, peut-être parler un petit peu de ce qu'est cette neuropathie. Alors, on vous donne là des chiffres de 20% de diagnostic, ça me paraît beaucoup, parce que c'est vrai que le myélome lui-même peut toucher les nerfs et donner une neuropathie, mais souvent, c'est au second plan par rapport aux douleurs osseuses. En tout cas, la neuropathie peut survenir pendant les traitements, et les premiers traitements qui donnent des neuropathies sont les inhibiteurs du protéasome, et notamment le chef de file entre eux, qui est le Velcade, le bortezomib, et puis les imides. Et dans les imides, en fait, c'est surtout le thalidomide, donc, qui est lui aussi le chef de file des immunomodulateurs, qu'on prescrit maintenant un peu moins, puisqu'on utilise surtout le lénalidomide ou Revlimid, donc peut donner aussi une neuropathie. Et on va voir que ce ne sont pas du tout les mêmes caractéristiques de neuropathie. Ce qui est quand même commun, ce sont des symptômes très, très particuliers. Les douleurs sont particulières parce qu'elles donnent des sensations d'éclair, de brûlure. Et ça, on s'en aperçoit. On a un questionnaire qui vous est cité sur la diapositive qui s'appelle le DN4. Pourquoi 4 ? Parce qu'à partir de 4 réponses positives sur 10, on peut rattacher la douleur à une neuropathie. Donc, c'est vrai que quand on fait un diagnostic de neuropathie, il faut avoir des caractéristiques particulières. Donc, il y a les caractéristiques des douleurs en éclair, en décharge électrique. Il y a aussi les fourmillements ou paresthésie. Il y a la perte de sensibilité. Ça, on s'en aperçoit quand on touche des objets, où on sent moins bien le chaud, le froid. Donc, c'est surtout une neuropathie sensitive, c'est-à-dire ça, qui touche les nerfs, les petites fibres des nerfs sensitifs, mais peut aussi s'accompagner d'une atteinte de la motricité, donc d'une diminution de la force musculaire. C'est ce qu'on voyait par exemple au début, il y a 20 ans maintenant tout juste, quand on a commencé à utiliser le bortezomib, le Velcade. On voyait des patients qui arrivaient en quelques semaines en fauteuil roulant parce qu'ils avaient non seulement les douleurs, mais aussi le déficit musculaire. Et heureusement, cette neuropathie-là récupère dans la plupart des cas, mais parfois pas complètement. Et c'est une atteinte qui est bilatérale et symétrique. Ça commence toujours en distal, donc par les pieds et les mains. Et puis, si on ne fait rien, si on ne modifie pas les doses du traitement, si parfois même on est obligé d'arrêter le Velcade, si on ne l'arrête pas, la neuropathie s'aggrave et elle touche des segments, disons, plus proximaux, c'est-à-dire par exemple des pieds vers les genoux et des mains vers les coudes. Donc ça, c'est la neuropathie au bortezomib ou Velcade.
On en voit maintenant beaucoup moins, heureusement, parce qu'on est passé de l'administration intraveineuse à l'administration sous-cutanée. Et depuis, c'est vrai qu'on avait avant 30% de neuropathie importante, ce qu'on appelle nous les grades 3. Maintenant, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, même pas 5%. Et il faut réagir vraiment très, très, très vite parce que c'est une neuropathie qui survient très tôt dans le traitement, deuxième ou troisième cycle. Elle n'est pas liée à la dose, on ne connaît pas le mécanisme, mais c'est quelque chose qui est lié sûrement à une inflammation des nerfs. Et dès qu'on a les premiers symptômes, dès que le patient dit qu'il a mal, qu'il a ses éclairs, ses fourmillements, il faut réduire la dose et parfois même arrêter le traitement, même si elle n'est pas dose dépendante. Et c'est en opposition à la neuropathie liée aux immunomodulateurs et surtout, comme je le disais, au thalidomide, puisque le Revlimid en donne beaucoup moins. C'est une neuropathie qui est déficitaire. Plutôt que des douleurs, c'est la perte de la sensibilité. Donc les patients n'ont pas tendance à s'en plaindre spontanément et c'est au médecin souvent de faire la démarche, de poser la question, est-ce que vous avez des fourmillements, est-ce que vous avez vous vous sentez moins bien quand vous prenez les objets. Et donc, on voyait ça avec l'utilisation de thalidomide qui était beaucoup plus fréquente il y a quelques années, il y a 10-15 ans. Et même quand on arrêtait le traitement, elle ne régressait pas totalement. Donc, on avait à gérer les séquelles de cette neuropathie. Donc, voilà un petit peu le tableau de ces deux neuropathies qui sont des effets secondaires des traitements, qui sont des traitements efficaces, mais qui malheureusement peuvent entraîner ces effets secondaires et qui doivent être pris en charge au même titre que la maladie. Donc, on peut peut-être revenir au traitement de la douleur. Ouais, Sophie, notamment il y a des questions sur Margaret, par rapport au traitement de la douleur, vous avez cité les médicaments du Doliprane à la morphine. Souvent, il y a des malades déjà, des malades n'osent pas forcément parler de leur douleur, ou parfois aussi, il y a ces peurs, ces craintes. Si je prends de la morphine, je vais être dépendant. Si je prends tel médicament, je vais être dépendant, je pourrais pas m'en passer, et le remède va être pire que le mal. Donc, soit le médecin m'en donne, mais j'en fais qu'à ma tête et je les prends pas, ou soit je veux pas que le médecin m'en donne. C'est vrai que c'est une difficulté qu'on peut rencontrer, surtout depuis qu'on parle beaucoup des surdosages, de l'utilisation finalement qui est dévoyée de ces médicaments par addiction, notamment par exemple aux États-Unis. On sait qu'il y a des morts liées à ces surdosages, mais c'est surtout le mésusage de ces traitements qui est risqué. Quand un médecin prescrit un morphinique parce qu'il y a une douleur, le traitement n'entraîne pas d'accoutumance, puisqu'il est nécessaire. En revanche, s'il n'y a pas de douleur et qu'on prescrit un morphinique, là, il y a un risque d'accoutumance, de dépendance, d'addiction. Donc, je pense qu'il faut rassurer les patients et leur dire que si la douleur est là, il ne faut surtout pas la laisser devenir chronique, accepter la prise en charge médicamenteuse. C'est vrai qu'il y a la non médicamenteuse, mais la première étape, c'est vraiment avoir un traitement efficace, rapidement, contre la douleur, surtout au diagnostic de la maladie. Alors, il y a les antalgiques, mais comme je disais, si la douleur est liée à la maladie, il y a aussi le traitement rapide du myélome le premier critère de succès, d'efficacité du traitement, c'est la disparition, en tout cas la diminution rapide de la douleur. Et quand par exemple, on utilise des traitements qui associent au départ un inhibiteur du protéasome, un imide et de la cortisone, par exemple la dexaméthasone, la dexaméthasone est un antalgique très puissant. Donc il faut accepter ces traitements, il faut accepter parce que la morphine peut être une prescription, un besoin qui est transitoire. Et encore une fois, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'accoutumance. Si, dès que les douleurs sont contrôlées, on diminue le traitement, et c'est ce qu'on propose aux patients, une fois que la douleur est suffisamment contrôlée, même si elle n'a pas complètement disparu, on diminue les doses et puis on fait des substitutions. On peut remplacer les morphiniques petit à petit par le palier 2, puis par le paracétamol, l'acupan, enfin d'autres médicaments
le paracétamol n'entraîne pas d'accoutumance. Donc, il faut vraiment rassurer les patients pour qu'ils acceptent cette prise en charge, encore une fois, qui peut être transitoire à une période aiguë. Et en ce qui concerne la neuropathie, il y a des traitements plus spécifiques parce que les douleurs neurologiques sont liées à un mécanisme qui est totalement différent. Quand vous avez une fracture, vous avez mal parce que l'os est cassé, c'est tout à fait logique. C'est une réponse adaptée à un événement qui est survenu. Les douleurs neuropathiques sont différentes parce que même comme on n'avait plus de lésion du nerf, elles continuent à persister. Il y a un message qui est envoyé au système nerveux central, qui est un faux message, comme si le nerf était lésé, alors qu'il n'y a plus de lésion. Et donc, vous avez une douleur. On parle beaucoup, par analogie, par exemple, du membre fantôme. Donc, ce sont des douleurs qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler, parce que dans des douleurs classiques, vous inhibez, vous bloquez les récepteurs à la douleur, alors que là, vous devez agir sur la transmission. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, on essaye plein de choses. On essaie justement des médicaments qu'on utilise en neurologie, comme la gabapentine. On essaie des antidépresseurs à dose plus faible parce qu'ils peuvent être actifs sur la douleur. On utilise la capsaïcine, qui est un principe actif qui est dans le piment, par des applications transcutanées. Des patchs, voilà. On utilise des électrostimulations. On peut louer un appareil justement qui envoie des courants pour envoyer un autre signal au système nerveux et donc court-circuiter le signal de douleur. Donc vous voyez que la palette est quand même large. Il n'est pas normal actuellement, en 2024, qu'un patient ne soit pris en charge dans la globalité pour ses douleurs. Et encore une fois, il y a une équipe qui prend en charge la douleur maintenant dans tous les hôpitaux. Ça peut être une équipe mobile, ça peut être des hospitalisations de jour, des services spécifiques. Donc, il faut vraiment en parler à votre hématologue ou oncologue référent. Juste, Margaret, juste par rapport à, on est dans la même région, et juste par rapport à ce que vous dites, par exemple, on est suivi au CHU de Caen, il y a un service antidouleur, mais il y a aussi, on est dans le Sud-Manche, l'hôpital Avranches-Granville a aussi une équipe voilà, si on a besoin d'un soin de proximité, on peut l'avoir aussi au centre hospitalier, près de chez soi, avec une liaison entre Caen et l'hôpital local, non, je pense. Oui, bien sûr. Quand je disais dans tous les hôpitaux, je n'entendais pas uniquement les CHU. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un réseau quand même. Voilà, c'est un réseau et il y a en plus tout un réseau de médecins de la douleur qui fait que même si la prise en charge initiale se fait dans un hôpital, ils peuvent transmettre le dossier et le relais aux équipes locales sans que le patient soit obligé de revenir à l'hôpital et par exemple qui a fait la greffe si c'est un patient éligible à la greffe. Donc, tout à fait. Je pense que maintenant il y a un maillage du territoire qui est vraiment, enfin, même dans la Creuse, je pense qu'il y a des hôpitaux qui ont ces équipes de la douleur. Et c'est vrai qu'on a des participants de partout. Je voyais la connexion, on a des métropolitains, mais aussi des territoires d'outre-mer. Il y avait la Réunion, la Martinique. Je pense que maintenant c'est généralisé sur tout le territoire français. Donc, ce n'est pas normal, encore une fois, qu'il n'y ait pas une prise en charge correcte. Je ne dis pas qu'on va faire disparaître, qu'on a toujours couronné de succès, mais il faut essayer de toute façon. En tout cas, les options sont là pour la prise en charge des douleurs, quel que soit le régime. Ok. Je ne sais pas si on a fait. Non, il y avait une question. Ça concerne est-ce qu'il y a une contre-indication de faire de l'activité physique adaptée? Alors, je pense que ça, c'est plutôt Cécile qui va répondre. Voilà, absolument pas. Et c'est même, voilà, parce que là, Margaret, vous avez surtout parlé, on a surtout avec Margaret parlé des traitements, mais c'est pas parce qu'on a mal qu'on ne doit pas bouger forcément. Mais par contre, on va bouger de manière particulière, peut-être. Enfin, là, je laisse parler Cécile, mais. Voilà. Moi, je pense que le principal critère, ça reste aussi de s'écouter. Donc, non, il ne faut pas forcer en disant je vais y aller coûte que coûte, et ça, non. Enfin, s'il y a une douleur vive et qu'elle bloque, il faut d'abord s'occuper de la douleur. Mais après, vous avez toutes ces douleurs
qui tapent sur le système, qui ne sont pas une douleur vive ou bloquante, qui sont une espèce de gêne, une espèce de persistance aussi de contracture parce qu'on se crispe. Et ça, oui, l'activité physique adaptée, elle peut vraiment agir à visée antalgique sur ce type de douleur. Donc, il ne faut pas se bloquer ou se dire je n'ai plus le droit de rien faire. Au contraire, il faut adapter son type d'activité physique de manière à la rendre non seulement possible, mais aussi agréable. Donc après, il ne faut pas se fixer des objectifs en disant je vais faire une randonnée de 3 heures parce que c'est comme ça, j'ai décidé que je grimpe là-haut et j'y irai coûte que coûte. Il faut plutôt s'entraîner en fait, comme un véritable sportif en disant je vais y aller progressivement et je vais retrouver une capacité physique. C'est un peu le témoignage qu'on avait. C'est quelqu'un qui était très sportif avant. Moi, j'ai des patients qui étaient très sportifs avant et qui redeviennent très sportifs après. C'est possible, mais c'est au prix d'un long entraînement. Voilà, ils ne retrouvent pas le niveau d'avant, mais ils retrouvent un niveau qui leur donne du plaisir, qui leur fait du bien. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est que au travers de l'activité physique, on retrouve aussi confiance en son corps. Il faut bien... c'est une pathologie qui casse la confiance qu'on a dans son propre corps parce que tout d'un coup, ça déraille, tout d'un coup, ça fait mal, tout d'un coup, on est obligé d'avoir des traitements et tout ça, c'est paniquant aussi. Ça crée de l'angoisse, ça crée le sentiment qu'on ne pourra plus faire les choses comme avant, que la vie ne sera plus comme avant. Et puis là, il y a aussi beaucoup de questions autour de est-ce que je vais avoir une fin de vie avec d'horribles, terribles souffrances. Par exemple, je dis non, la prise en charge de cette maladie, elle peut rester douloureuse parfois, ça c'est clair, mais vraiment, il y a eu des progrès thérapeutiques qui nous permettent de soulager. Il y a encore des moments où ça reste difficile et c'est ce qu'expliquait Margaret, c'est effectivement ces douleurs chroniques un peu insidieuses et notamment la neuropathie où parfois c'est vrai que nous médecins on se sent démunis parce qu'on voit bien que les thérapeutiques qu'on met soit assomment le patient qui se retrouve complètement assommé par des thérapeutiques antalgiques trop fortes ou alors n'ont pas d'effet. Et je crois que c'est à chaque fois du compagnonnage. On va essayer, dire écoutez, parfois encourager aussi, parce que ce n'est pas parce que vous avez pris 3 comprimés d'un médicament qu'il est inefficace. Parfois, il faut attendre un peu. Certains médicaments, d'autant plus les médicaments d'effet neurologique, ont besoin d'un certain temps pour agir. Et puis, il faut aussi détourner peut-être d'une certaine façon votre attention sur l'angoisse générée par cette douleur et par la maladie, de manière à occuper votre esprit à autre chose. Et c'est là où l'hypnose, la relaxation, la méditation ont aussi de véritables effets antalgiques, en fait. Et parfois, on l'oublie. Juste pour compléter, Cécile, j'ai rencontré à Strasbourg, en venant à Strasbourg cette semaine, voilà, une malade qui, c'est pas le sport, c'était par l'art-thérapie qu'elle a détourné son attention et qu'elle est devenue, par le myélome, elle est devenue une artiste. Par exemple, ouais, je pense. Ouais. Il y a certains qui... Effectivement, les contrôles de la douleur sont multiples. Hein, donc, on peut très bien... la stimulation est un exemple, mais c'est une stimulation électrique donc, que le patient s'applique. Mais on peut aussi, quand on fait de la méditation, c'est parce qu'on inhibe certains circuits aussi. Hein, et notamment les circuits de la douleur ou de l'anxiété. Donc l'art-thérapie, enfin tout ce qui détourne l'attention est bon à prendre. Et chaque patient est unique en ce sens, comme le disait le médecin d'Avignon au début. La douleur, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Tout le monde n'agit pas de la même façon, tout le monde n'a pas le même seuil douloureux, tout le monde n'a pas la même sensibilité au traitement. Donc il faut trouver vraiment le meilleur traitement adapté à chacun. Et c'est vrai que parfois, comme disait Cécile, on doit tâtonner, parce que là, pour le coup, c'est encore plus que la maladie, c'est un traitement adapté au patient lui-même, à la carte. Et les soins de support doivent répondre à cette demande individuelle, spécifique. Je ne sais pas si Laurent voulait redonner la définition de soins de support. Allez, on peut, oui, vous voulez que je la lise? Allez, elle est affichée, là, l'ensemble des soins de soutien nécessaires aux personnes malades, parallèlement au traitement spécifique tout au long des maladies graves. Donc, c'est l'AFSOS, ce qui est l'Association française des soins de support. Voilà. C'est vraiment, et c'est pour ça que ça va très très large, hein, parce que c'est tout ce qui n'est pas du traitement spécifique au myélome qui peut nous diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie et assurer une meilleure qualité de vie.
Et c'est ce que vous disiez, Margaret, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait récemment sur l'évolution de ces 20 ans, les dernières 20 dernières années de prise en charge du myélome, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de qualité de vie parce que justement, les traitements nous permettent de vivre et de continuer à vivre. Et donc, on n'est pas là à se dire il faut à tout prix survivre. Là, maintenant, on vit avec le myélome, et d'où l'importance de la qualité de vie. Et là, vous voyez lister tout ce dont on a parlé, l'hypnose, la réflexologie, l'activité physique adaptée dont on va reparler longuement, les groupes de parole qui peuvent exister dans vos centres, il faut vous renseigner, qui sont effectivement un lieu d'échange, hein, ce n'est pas un lieu de traitement en tant que tel, mais il y a des psychologues qui les animent, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais la douleur morale et l'anxiété majorent aussi les douleurs physiques, qu'elles soient neuropathiques ou osseuses. Donc, il faut les prendre aussi en compte pour diminuer la douleur globale. On va partager actuellement à la F3M, on a sur toute la France, on a 14 groupes de parole, dont un camp c'était le pionnier, je pense, hein, avec comment Bédra sur du centre antidouleur, justement, qui montre bien comment ça peut fonctionner. Et donc voilà, des groupes de parole où, par rapport aux difficultés de parler de sa douleur, d'entendre d'autres malades et aussi des aidants parler de la douleur, ça peut aussi aider, je pense, chacun à passer le pas, parler de sa douleur, en parler d'abord avec les autres malades, avec les aidants, mais aussi en parler aussi avec son médecin après. Voilà, vous pouvez télécharger le document qu'Audrey a dû mettre sur le chat, pour peut-être avec les adresses. Voilà, il y a toutes les adresses des 14 avec les dates à venir sur toute la France. Et aussi à la France métropolitaine, et depuis peu, il y en a un sur l'île de la Réunion. Voilà. Bonjour à nos amis réunionnais. On peut peut-être ajouter que si vous avez la malchance d'habiter dans un secteur où il n'y a pas de groupe de parole à F3M, il existe aussi des groupes de parole, par exemple à la Ligue contre le cancer. Tout à fait, ouais. Même s'ils ne sont pas spécifiques myélome, bien entendu, mais il y a aussi des associations comme ça qui proposent des groupes de parole. Tout à fait. Y en a-t-il en Belgique? Là, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Il faudrait poser la question à nos amis du MIMU, l'association de malades avec qui on a beaucoup de liens, mais on n'a pas fait de groupe de parole à F3M en Belgique. Mais je pense que le MIMU fait des choses aussi, tout à fait. On va peut-être passer au sujet de la fatigue. Audrey voulait dire quelque chose avant de lancer la vidéo? Oui. À propos du son. C'est ça. Donc, je rappelle, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas, qui n'étaient pas là au tout début et qui n'ont pas entendu la recommandation. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont soit sur l'application téléphone ou tablette. Il est possible qu'au démarrage, vous n'entendiez pas la vidéo qui va être lancée. Ça vient des paramètres de votre application ou du téléphone. Il faudra appuyer sur la vidéo et enlever le petit haut-parleur barré pour que vous puissiez entendre le son de la vidéo. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec la vidéo. Je fais plein de petites choses, du rangement, du classement de papier, du vide de papier, tout ce qui permet de se libérer l'esprit et pour se dire mais tout va bien. Il y a plusieurs types de causes à la fatigue. La première, c'est lié à la maladie qui peut être accompagnée d'une anémie. La deuxième, elle est plus psychologique. L'annonce de la maladie induit chez tout le monde un syndrome dépressif réactionnel. La troisième cause, c'est une cause liée à l'utilisation de médicaments qui peuvent induire ce type de manifestation. Alors la première fatigue était avant de la découverte du myélome, c'était une fatigue osseuse. Après l'autogreffe, puisque j'ai bénéficié d'une autogreffe, la fatigue a été beaucoup plus forte. J'ai perdu 8 kilos et j'en avais déjà perdu 7 auparavant. J'avais l'impression d'avoir pris 20 ans de plus.
Tous les 3 jours à peu près, je sentais cette fatigue qui m'obligeait, je dirais, à me reposer, qui maintenant est plus stabilisée, et donc je n'ai quasiment plus de fatigue aujourd'hui. Les conséquences de cette asthénie sont multiples. Elles peuvent être un frein au maintien de l'activité professionnelle. Ça peut être également un frein à l'activité sociale ou familiale. Je me suis battu avec les médecins pour avoir un mi-temps thérapeutique pendant 1 mois au lieu de 3 mois d'arrêt total. L'idée, c'est de retrouver une vie normale et de s'intéresser à des choses qui paraissaient autrefois, avant la maladie, insignifiantes. J'aide mon mari qui a été diagnostiqué en octobre 2021. Depuis 2 ans, j'essaye d'être au quotidien à ses côtés. Et pour ça, j'essaye d'être positive, toujours dans mon comportement, d'avoir mes petites activités. Mon besoin aussi de relaxation, de lecture. On peut soulager la fatigue en ayant recours, en cas de syndrome dépressif réactionnel, à un professionnel, psychologue ou psychiatre. Deuxièmement, je recommande l'activité physique adaptée qui permet d'améliorer la qualité de vie. On fait du sport, oui, beaucoup de sport. Le sport, on va dire, est quelque chose, on pourrait dire, qui est justement stimule et donc m'aide à justement combattre ces éléments de fatigue. Je préfère maintenant faire des sports beaucoup plus calmes. C'est très reposant pour l'esprit et si on est bien dans la tête, forcément le corps ira bien. Bien. Vous avez des commentaires, Cécile ou Margaret? Oui. Ouais. Vas-y, Cécile. Je trouve que c'est toujours à la fois intéressant d'entendre et d'écouter le témoignage des patients qui reprennent en main leur vie en intégrant le fait qu'il y a le myélome qui est arrivé et c'est pas facile, mais que chacun trouve le moyen de reprendre pied, de trouver des activités qui font du bien et pour lutter contre cette fatigue-là, il n'y a rien de mieux que de se connaître un peu mieux, de savoir qu'est-ce qui va apaiser, qu'est-ce qui va redonner de l'énergie et du peps. Et comme le disait Karim Belhadj, voilà, ça dépend de chaque patient en fait. Il y a des patients qui vont avoir une fatigue émotionnelle importante et qui vont avoir des choses qui le relaxent. Il y a des patients qui vont avoir une fatigue nerveuse et qui au contraire vont avoir besoin d'activité parce qu'ils ont besoin de bouger pour se sentir moins fatigués. Donc je crois que c'est un symptôme qui est souvent dit par nos patients, c'est assez fréquent qu'ils nous disent je suis fatiguée, mais moi je trouve que en voyant l'efficacité des traitements et le changement de la prise en charge, on a aussi de plus en plus de patients qui nous disent maintenant c'est bien, je ne me sens plus fatiguée. Or ça n'existait pas il y a 20 ans. Les patients étaient tout le temps fatigués. Moi, j'ai des patients qui me disent maintenant, je me sens plus fatiguée, qui me montrent ce qu'ils font. Je pense que les premiers qui nous ont convaincus, c'était des patients qui eux-mêmes savaient par exemple que l'activité physique leur redonnerait la pêche. Moi, je me souviens très bien du premier patient où j'ai regardé 3 fois la date de l'autogreffe et sa tête en me disant, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, j'ai dû me tromper dans mon résumé clinique, ce monsieur ne peut pas avoir été autogreffé il y a 2 mois, c'est pas possible. Et en fait, il m'a dit, si, mais moi, je sais comment il fallait que je récupère, j'ai pas attendu votre feu vert. Et ça m'avait interloqué à l'époque, ça faisait plus de 15, c'était il y a plus de 15 ans. Et de même que pour les thérapeutiques chroniques qui fatiguent, si on trouve le moyen de lutter contre cette fatigue-là, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, on va mieux. Donc, il faut essayer de s'occuper de son sommeil. C'est pas facile dans notre rythme de vie où on est interrompu constamment, où on n'a pas forcément du calme, où il y a trop d'écran aussi. Mais les patients vous le disent qu'il faut qu'ils arrivent à retrouver une capacité à s'endormir paisiblement avec une fatigue physique qui est une fatigue physique bonne, en ayant retrouvé l'air du dehors aussi. Je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont toutes simples, mais le fait de sortir, de pouvoir être dans la nature, c'est des choses qui font beaucoup de bien, qui ne se prescrivent pas sur une ordonnance, mais qui clairement doivent être encouragées pour que on ressente moins cette fatigue et qu'on ait plus la sensation de se sentir bien
Et voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, même si au début, il y a beaucoup de fatigue, même si parfois, au moment d'un parcours de soins de patient, il y a de nouveau des épisodes de fatigue intense, il y a les moyens d'agir et de pouvoir retrouver une qualité de vie correcte. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de changements dans la prise en charge avec des patients qui vont beaucoup mieux. Et c'est un message d'espoir qu'il faut encourager. Oui, parce qu'il y a vraiment deux phases, je pense. Il y a la fatigue du début, du diagnostic. Donc, comme on a vu, l'anémie est vraiment l'explication la plus simple, basique, puisque l'hémoglobine transporte l'oxygène aux muscles. Quand vous êtes anémié, vous avez moins d'oxygène, donc vous avez une fatigue musculaire, mais qui est physiologique, qu'on peut expliquer tout à fait. Le cancer est une maladie qui fatigue, même en dehors d'une anémie. On peut être fatigué même si on a un chiffre d'hémoglobine normal. Il y a l'anxiété, le fait qu'on dort mal parce qu'on est angoissé, ce qui est tout à fait compréhensible, ou parce qu'on a mal. Et donc, qui dit mauvaise qualité du sommeil, dit fatigue. Et puis, bien sûr, on y ajoute les traitements qui eux-mêmes peuvent fatiguer. Par exemple, il y a des patients qui sont boostés par la dexaméthasone, qui ont une insomnie la nuit qui suit la prise des corticoïdes, et puis qui font une espèce de redescente, qui sont vraiment très fatigués 2-3 jours après. Et puis, il y a les immunomodulateurs qui sont, par essence, des traitements qui sont fatigants. Je rappelle que le thalidomide était prescrit dans les années 60 aux femmes enceintes comme antiémétique et comme relaxant. Donc, c'est pour ça que quand on prescrit ces traitements, ces immunomodulateurs, on dit aux patients de les prendre plutôt le soir. Et même vis-à-vis de ces traitements, il y a des patients qui sont très, très sensibles, même en les prenant le soir, ils sont fatigués, ils sont lessivés, épuisés, alors que d'autres le tolèrent bien. Donc, ça, c'est à la période diagnostic, de prise en charge active du traitement. Puis, il y a bien sûr la greffe, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est un traitement intensif. Là, on a une chimiothérapie lourde, tout baisse, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et il y a une phase il faut remonter la pente. Donc, quand on sort d'hospitalisation, on a perdu parfois du poids, on a perdu beaucoup de muscles, donc on a une désadaptation à l'effort, donc on ne peut pas du jour au lendemain se dire qu'on va faire 10 km, se mettre à marcher, comme on faisait avant. Non, il faut vraiment s'y remettre, mais très progressivement, et comme disait Cécile, vraiment être à l'écoute de son corps. Si on ne peut pas le faire ce jour-là, on ne le fera pas, on le fera le lendemain. Il vaut mieux y aller petit à petit, augmenter l'activité de 5 minutes par jour pour se réentraîner à l'activité, plutôt que de se mettre des barrières hautes et puis d'être déprimé parce qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés de façon un peu optimiste, on va dire. Et moi, je voudrais dire un mot parce qu'il y a l'aidante aussi qui parle de sa fatigue. Oui. C'est vrai que, on les oublie un peu, mais quand on est là pour soutenir le conjoint ou la conjointe, on peut avoir des moments de fatigue et on peut avoir besoin d'un répit pour être après à nouveau en forme et prendre en charge, soutenir l'autre qui affronte la maladie. Donc, il ne faut pas non plus oublier la fatigue des aidants. Tout à fait, c'est important, Margaret, merci. Justement, moi je voulais rajouter, ça c'est plus mon expérience, mais aussi la fatigue, c'est-à-dire que je me souviens très bien, justement après l'autogreffe notamment, d'être tellement fatigué, de ne pas vouloir me lever de mon fauteuil, mais à chaque fois que j'arrivais à me lever, marcher un petit peu, quand je revenais, j'avais le sentiment d'être moins fatigué. C'est-à-dire que si le premier pas peut être difficile, alors en dosant, mais le retour, d'abord il y avait la satisfaction de revenir, d'avoir fait, déjà, ça faisait du bien. Et puis j'avais le sentiment que le peu d'activité physique que j'avais fait avait fait du bien à la fatigue. Oui, je crois que c'est... Et ça, même dans la vie de tous les jours, parfois il faut vraiment se pousser pour aller faire une activité, sortir. La marche, par exemple, c'est l'activité physique par excellence. C'est pas traumatisant. Quand on a la chance d'aller dans un endroit où on peut être un peu dans la nature, on a une activité musculaire qui est progressive, qui est vraiment adaptée. On ne se met pas à courir, donc on marche lentement, on ne fait pas du 6 km/h, mais du 3 km/h. Ça oxygène les muscles, ça oxygène beaucoup le cerveau aussi. Et quand on revient, effectivement, on a la satisfaction d'avoir accompli cette performance, entre guillemets. Mais il y a une vraie amélioration physique. Et c'est pour ça qu'on va en reparler avec Cécile tout à l'heure. L'activité physique, c'est aussi
façon très efficace de prendre en charge la fatigue. Le plus difficile, c'est de mettre les chaussures, souvent. Pour finir, C'est vrai, il faut se plier. c'est de décider à y aller et de se dire, bon, bah voilà, il faut mettre les chaussures. On peut monter J'ai les pas envie, jambes mais pour j'y mettre vais. les chaussures. On peut Moi, monter j'ai- les jambes pour mettre les chaussures. Voilà, c'est ça. On- Moi, j'ai un patient qui me racontait l'autre fois que son animal de compagnie, un chien, perçoit le moment où il est fatigué et lui ramène les chaussures. Et il trouvait ça extraordinaire parce que cet animal sentait quand son maître était pas bien, en fait, et lui ramenait sa paire de chaussures pour le poser devant lui en lui disant maintenant on sort. Pas quand lui, enfin, il disait c'est pas forcément quand l'animal en a besoin, mais c'est il me ramène les chaussures quand il voit que je suis pas bien et que voilà et que grâce à ça, ben il a retrouvé les capacités à sortir, se promener parce que c'est cet animal qui il a dit c'est mon coach sportif. Je trouvais ça assez mignon. En plus, il est gratuit, celui-là. Ouais, celui-là est gratuit. Et Et il y a motivant. plein motivant qu'il est d'accord. Alors, je vais répondre à une question parce que depuis quelques semaines, j'ai repris un traitement pour la rechute et donc les premières semaines, j'étais très fatigué. Alors, moi, je fais régulièrement de la marche nordique. Alors, c'est vrai que tous les samedis, je faisais plutôt 10-12 km. Bah, bon, depuis là, j'ai pas. Et alors, la première fois, c'était 5. C'était très, très dur. Bon, là, depuis 2 semaines, c'est plutôt 6. Ce matin, c'était 6. Bon, c'est pas tout à fait le même rythme qu'avant, mais et la fatigue, c'est autre chose que la fatigue liée au traitement. Je pense qu'il faut surtout pas se décourager parce que oui, c'est aussi ingrat l'activité physique. C'est ce qu'il y avait dans une remarque, c'est que parfois, bah, quand on arrête pendant un temps ou quand on reprend un traitement, bah, on a l'impression qu'on a redégringolé les marches et qu'il faut les regrimper et c'est peut-être ça aussi qui décourage parfois. Mais en même temps, il faut se dire que ben voilà, enfin c'est de se faire du bien à soi, pas forcément en ayant l'objectif de il faut absolument que je fasse tant et tant de kilomètres en tant et tant de temps. Mais rien que de faire l'activité physique, en le faisant, on se fait du bien. Je pense que c'est aussi ça le message. Et comme on est dans une société très comparative, où chacun regarde combien l'autre a fait, voilà, ça peut aussi être un frein, ça, en se disant, bah, moi, je serai jamais capable, alors je commence pas. Mais je pense qu'il faut plutôt voir l'activité physique en disant, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin à prendre, en fait. Et en faisant ce chemin-là, on se fait du bien et petit à petit, ben voilà, il y a d'autres soucis qui diminuent, qui disparaissent. Les oncologues, ils ont montré vraiment un gain net, même en survie dans certains cancers. Donc, dans le myélome, moi, je vous dis toujours, la première chose, c'est de lutter contre la sédentarité, de choisir plutôt effectivement le kawaii et les baskets plutôt que le canapé et les chips, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de performance et comme le disait François, c'est difficile aussi d'accepter de faire 6 km alors qu'avant on en faisait 10. Hein, mais c'est mieux, il faut se dire que c'est l'histoire du verre à moitié plein, moitié vide. C'est que 6 km, c'est mieux que 0, c'est mieux qu'1 kilomètre. Et encore une fois, c'est le bénéfice. Quand on rentre, on se sent mieux et même si on a la vitesse a diminué, la distance a diminué, un jour, on peut se dire que peut-être on reviendra, mais peut-être pas forcément au niveau d'avant. Le corps a changé, et il faut l'accepter. Mais il est là, il est vivant, il se bat et il ne faut pas renoncer. À chaque fois, il faut remonter les marches. Dans ce que vous venez de dire toutes les deux, vous l'avez dit chacune de votre façon, mais il y a, moi je le vois notamment, on en reparlera plus tard après sur l'angoisse sur les réseaux sociaux, mais une maladie des malades, c'est souvent se comparer les uns par rapport aux autres. Et comme disait Cécile, la seule comparaison, que ce soit d'ailleurs tant pour les traitements que pour ce qu'on fait en activité physique, la seule comparaison qui vaille, c'est soi-même, quoi. Où on en était auparavant et ce qu'on fait maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on voit et quand les malades échangent, oui, mais moi j'ai tel traitement, moi je fais telle chose, moi j'arrive pas à marcher, etc. Et on se compare les uns par rapport aux autres, alors que la seule comparaison qui vaille, à mon sens, hein, c'est vraiment celle par rapport à soi-même, quoi.
Ouais, et puis de l'intégrer dans un mode de vie, en fait. Comme on se lave les dents, voilà, c'est pareil. Je pense que mais c'est vrai qu'on a la société nous pousse à faire autre chose. Regardez, il y a des ascenseurs partout aussi. Quand on se dit parfois faire un peu d'activité physique quand on est valide aussi, quand on n'est pas sous traitement. Genre, le monde actuel nous pousse à prendre la voiture pour aller chercher du pain, voilà, de diminuer les efforts, et on a des machines partout qui nous aident à faire ça, alors qu'on a un corps qui est fait pour être en mouvement, en fait. Alors j'ai une question, c'est comment accéder à des activités physiques adaptées en zone rurale ou loin des centres hospitaliers? Et est-ce qu'il faut toujours une ordonnance? Bah, je pense qu'après, il y a différents moyens. Et par exemple, dans les zones rurales, la possibilité de voir un kiné, parce que ça, même dans les zones rurales, il y en a peu. Si on a besoin d'accompagnement, je pense que ça peut être aussi une première option. Après, on en parlera un peu plus tard. La troisième a commencé à mettre en place des possibilités numériques, mais qui ne conviennent pas non plus à tout le monde. Je pense qu'il faut chercher. Il n'y a pas de solution idéale pour tout le monde. Moi, j'ai des patients, par exemple, oui, qui ont trouvé des possibilités de faire de l'activité physique adaptée chez le kinésithérapeute, d'autres dans des groupes qui ont lancé des groupes aussi, par exemple de marche nordique ou de marche dans des endroits assez reculés, qui se sont rendus compte en fait que ils avaient 2 ou 3 personnes qui avaient des soucis de santé autour d'eux, et là, pour le coup, l'outil numérique, en faisant des appels à qui c'est qui veut, voilà, on lançait aussi des groupes de marche, par exemple, alors qu'ils sont dans des endroits où il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il faut chercher pour chaque patient quelle est la solution qui lui convient le mieux. Le plus important étant d'essayer de faire quelque chose de régulier, en fait, parce que si vous faites une fois de l'activité physique dans le mois, ça luttera difficilement contre la fatigue. Ce sera mieux que rien. Mais plus vous allez faire quelque chose que vous arrivez à faire régulièrement, et après, voilà, dépoussiérer le vélo d'appartement qui est au fin fond du garage, tout ça, tout le monde, il y a plein de gens qui en ont. Trouver le moyen d'aller chercher du pain en marchant plutôt qu'en voiture, c'est des petites choses. En milieu rural, enfin moi j'habite en milieu rural, quand j'ai repris, c'était par exemple, j'ai repris avec une association sportive où il y avait un éducateur sportif qui se faisait attention parce qu'on était soit parce qu'il y avait des personnes âgées, soit il y avait des personnes malades comme je l'étais, enfin voilà, et j'ai pu pendant un an refaire une activité sportive régulière qui n'était pas spécifique au cancer, mais qui était tout à fait adaptée avec voilà, et qui m'a plutôt bien fonctionné. Après, oui, je sais que dans mon secteur, il y a des kinés qui font des petits groupes, même en groupe, hein, pour faire de l'activité physique adaptée. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi, je vois là un message assez touchant où la personne dit j'ai 56 ans et j'ai le ressenti d'en avoir 80. Peut-être que parfois, il faut aussi que les patients ils aient un peu de douceur envers eux-mêmes. Il y a souvent une espèce d'exigence que je trouve dure, mais ça, c'est notre société aussi. Si quelqu'un se bouge régulièrement et voilà, et a un ressenti de ne pas être comme il voudrait, c'est sûr. Il y a une forme de résilience à essayer d'accepter, mais en même temps, les progrès, ils sont lents probablement, mais à chaque fois présents. Et c'est aussi se faire du bien plutôt que d'obtenir un Graal de je retrouve la forme de mes 20 ans, mais c'est un peu dans l'air du temps, ça. On claque des doigts et puis on ressemble tous à un sportif de haut niveau. C'est juste pas possible, en fait. Et pourtant, en bougeant régulièrement, on va mieux et on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau non plus. Et c'est la performance. Hein. Il faut être performant, il faut être parfait. Le stand-up paddle, oui, il faut pouvoir le faire. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le chat, on a des gens qui répondent aux autres, c'est-à-dire qui donnent ce qu'eux, ils font, et chez moi, ça marche. Voilà. C'est vrai, quand on sera jeune assez, vraiment, ça doit être fonction de chacun. On n'a pas la même façon d'accepter le fait que le corps ne réponde plus à nos exigences d'avant. Il y en a qui l'acceptent et d'autres pour qui c'est un sujet de déprime énorme. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, tout le monde n'est pas, même en dehors, même avant la maladie, tout le monde n'avait pas le même dynamisme, la même façon d'affronter les événements. Et donc, la maladie accentue ces différences. Donc, chacun doit essayer, je sais que c'est pas facile, mais dans la mesure du possible,
de voir, nous on le voit en tant que médecin, mais les patients ne peuvent pas se rendre compte. Hein. On célèbre cette année les 20 ans de l'arrivée d'une nouvelle thérapie dans le myélome. Moi, j'ai connu des patients, comme disait Cécile tout à l'heure, ils étaient sous traitement tout le temps, ils ne récupéraient pas. Là, c'est difficile de faire partager cette expérience, puisque la maladie, par essence, est intime et c'est un vécu individuel. Mais les progrès ont été énormes sur le plan de la prise en charge médicale. Ils sont aussi très, très, très importants sur la prise en charge non médicale. Et le fait qu'on s'intéresse à l'activité physique aujourd'hui, adaptée, bien sûr, il ne faut pas oublier le mot adapté, c'est vraiment une illustration éclatante de ces progrès. Je pense, moi, c'est vraiment. Moi, je me souviens du jour où je me suis dit, waouh, maintenant, dans ma salle d'attente, il y a quand même de moins en moins de brancards. Si vous imaginez, à un moment où les patients attendaient, les patients myélome étaient beaucoup sur des brancards, en fait. C'est-à-dire que n'arrivaient pas sur leurs deux jambes, en fait, tellement ils avaient mal. Et moi, je regardais si j'avais assez de morphinique, quoi. On a le recul maintenant de se dire, j'ai des patients, ils viennent faire leur traitement et après ils vont au restaurant parce qu'ils disent que déjà qu'ils sont en ville, du coup ils vont profiter de. Ils en profitent. Voilà. Ils ont bien raison. Là, je suis là, ouais, vous en avez de la chance. Dans quel resto vous allez après? On va tenter celui-là. Ça, c'est des trucs qu'on voyait pas avant, avec une qualité de vie qui s'est vraiment augmenté. Moi, les premiers certificats d'aptitude au sport, j'étais toute fière, quoi. J'étais là, waouh, allez, oui, bien sûr que vous pouvez. Puis maintenant, on se rend compte que il faut l'intégrer, même parce que les thérapeutiques sont tellement plus efficaces que on se dit en fait il faut pouvoir maintenir une force musculaire, maintenir une activité physique dès que la douleur aiguë et que le risque aigu a disparu. Et ça, c'est quand même vraiment encourageant. Maintenant, ça n'enlève pas la douleur initiale, les douleurs chroniques, la douleur morale de pourquoi ça me tombe dessus. Il y a des patients qui ont une forme de colère de pourquoi est-ce que cette maladie est là, pourquoi est-ce qu'elle leur gâche la vie, à laquelle on ne pourra jamais répondre parce qu'on n'a pas la réponse à pourquoi est-ce que ça me tombe dessus. Et voilà. Mais je pense que l'activité physique, parler d'activité physique et myélome, moi, si on m'avait dit ça il y a 20 ans, je leur ai dit n'importe quoi. Il y a bien pour des patients pour lesquels on ne va pas le faire, c'est les myélomes. Or maintenant, on s'y intéresse et on se dit que c'est très bien parce qu'il y a eu des progrès thérapeutiques, parce que les onco-hématologues ne sont plus complètement focalisés sur faire en sorte que le malade y survive. C'était quand même ça au début, hein. C'était se dire l'objectif, c'est de contrôler la maladie. L'activité physique, vous verrez plus tard, quoi. Et maintenant, on se dit qu'on a des thérapeutiques qu'on maîtrise mieux, on a des possibilités de rémission complète franchement longues, et que du coup, la qualité de vie qu'on engendre derrière, il faut s'en occuper, et il faut s'en occuper tôt. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, et pas minimiser toute la difficulté qui est engendrée par la maladie, par les traitements, c'est sûr. Le but, c'est pas ça, mais de se rendre compte d'une part de la chance qu'on a d'avoir des nouvelles thérapeutiques, et puis d'intégrer dans nos prises en charge une prise en charge globale qui prend en compte le bien-être du patient sous toutes ses formes. Et il n'y a pas que l'onco-hématologue du coup qui peut y répondre. Je pense que vraiment, il faut s'entourer de toutes les options qu'on a. Là, il y a une photo d'une patiente qui fait de la boxe, parce que par exemple à Strasbourg, là, hier encore, il y a le boxeur qui est venu. À chaque fois qu'il vient, il remet de l'énergie à des patients qui en ont plus, parce que les patients, ils se voient combatifs, en forme. Et puis ensuite, on discute de qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et hier, il y en a un patient qui m'a dit, par exemple, moi, ce que j'aimerais refaire, c'est retrouver la pêche sportive. Moi, j'étais là, oula, j'ai pas compris, c'est quoi ce truc? Et en fait, lui, il faisait de la pêche, voilà, mais il appelle ça de la pêche sportive parce qu'il sort avec les grosses bottes, voilà. Et lui, c'est son sport. Et il pensait qu'il pouvait plus le faire parce que ça voulait dire mettre les jambes dans l'eau, et du coup, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi c'est pas possible? Avec la neuropathie, je dis, mais si vous mettez les bottes, actuellement, vous avez l'impression que vous allez trébucher. Je dis, je sais pas. Je dis, c'est ça, il faut peut-être trouver le moyen de pas tomber dans l'eau, ça c'est sûr. Mais voilà, et du coup, il se dit, oui, c'est possible en fait d'en discuter, d'adapter les choses. Et son grand plaisir, c'est de pouvoir dire, je vais pouvoir reprendre quelque chose qui me fait du bien, d'être dehors, de faire de la pêche. Voilà, ça peut être des activités auxquelles on ne pensait pas. Et je pense que vraiment, c'est à chercher, et c'est un chemin en fait qu'on fait avec chaque patient, parce que il n'y a pas une solution pour un patient. Il y a des activités physiques auxquelles que j'ai découvertes. Hein. Moi, je connaissais rien au Qigong, par exemple.
Et maintenant, je vois plein qui font le Qigong et qui trouvent ça génial. Et je me dis, bah oui, alors je commence à m'y intéresser. Je me dis, bah c'est génial, en fait, ça travaille à la fois la respiration, à la fois la posture. C'est vrai que dans le myélome, par exemple, c'est fantastique. Et là aussi, ben, on ouvre un panel de possibilités pour les patients de manière à retrouver un bien-être. Et moi, je trouve que quand même, de plus en plus de patients vont mieux au sens global, retrouvent le sourire, diminuent les anxiolytiques. C'est le meilleur reflet de l'efficacité qu'on a dans la prise en charge des patients. Et c'est encourageant, en fait. On va juste par rapport à ce que vous venez de dire, Cécile, d'ailleurs, et puis là, on est en train on a parlé de la douleur, de l'activité physique, et puis on va parler de l'anxiété. Mais bon, on a traité les choses séparément, mais en fait, les trois éléments sont étroitement liés au niveau de la personne. Maintenant, on va parler de l'anxiété, mais l'activité physique répond aussi à l'anxiété. Et donc, voilà, c'est vraiment cette approche, comme Margaret le disait au début, hein, et vous aussi, Cécile, c'est l'importance de l'approche globale qui est vraiment qui est un plus pour nous malades et aidants aussi, voilà, de partager avec les aidants. On va lancer la table ronde sur l'anxiété qui s'est passée à Tours. La table ronde, c'était l'été dernier, je crois, enfin en mai-juin dernier qu'on a fait cette vidéo. Oui, j'ai sûrement eu des moments d'angoisse, mais j'ai pris tout ce qui pouvait m'aider, quoi. Aussi bien la psychologue, la personne qui faisait des messages, les conseils, etc. Il existe beaucoup de situations qui peuvent entraîner de l'anxiété chez les patients atteints de myélome. Évidemment, la première, c'est l'annonce diagnostique, parce que là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu, donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire peur. On peut observer chez les patients, on va dire, de l'inquiétude permanente, une culpabilité aussi importante, une vision négative de l'avenir, une difficulté à se projeter aussi. Là où j'ai ressenti le plus de stress au cours de ma maladie, c'est au moment de la rechute. Je me suis crue sortie d'affaires. Le traitement, la greffe, l'hospitalisation n'était pas une partie plaisir, mais c'était dans la suite normale de la maladie. Je savais pertinemment qu'à un moment donné, j'allais avoir une rechute, mais le savoir et être confronté, c'est deux choses. On va dire que les symptômes comportementaux, par exemple, ça va être une grande agitation, une irritabilité, une agressivité. On a aussi tout ce qui va être plutôt de l'ordre des troubles cognitifs, qui vont être plutôt axés sur les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration et parfois une faiblesse dans la performance intellectuelle. Et on a aussi des troubles physiques que les patients nous décrivent assez facilement, les nausées, les vomissements, la fatigue, des troubles du sommeil. Alors, on peut les traiter, ces différents troubles anxieux. La première chose à faire et la plus importante, c'est de les identifier. Les patients aiment bien avoir des supports papier, des choses qui leur expliquent les effets indésirables ou les choses interdites. Et la chose la plus importante, c'est d'en parler. Les troubles anxieux peuvent être traités de différentes manières et médicamenteuses. Donc dans ces cas-là, on met en place un traitement adapté qu'on aura d'abord évalué avec l'aide soit d'un psychiatre, soit d'un médecin traitant. Ou on peut aussi également leur proposer un suivi ou un soutien psychologique à l'hôpital ou en extérieur. Les séances en psy que je fais, elles me donnent déjà un recul sur moi-même, sur ma vie, comment je vis, etc. Et ce que je ressens. Quoi. Ce qui peut m'aider, c'est bêtement les petites fleurs dans le jardin. J'ai une sensibilité importante, une tristesse qui me vient, un doute sur l'avenir. Moi, je vais dans mon jardin, je vais semer des radis, je vais planter des petites fleurs. Et en pensant à ces petites fleurs, je me remonte autre chose que de la tristesse, des risques. Dans ma première période, j'ai fait beaucoup de sport, avec forme et bien-être et santé. Et là, j'ai trouvé un cercle d'amis. Le fait de ressortir, de voir du monde, d'être active, de me bouger, de sentir qu'il n'y avait pas que la maladie, que tout ne tournait pas autour de la maladie, me fait énormément de bien.
Le micro, Laurent. Laurent, Laurent, il faut activer le micro. Audrey nous les coupe, mais après, il faut réactiver à chaque fois. Oui, voilà. Voilà, comme les me vidéos. revoilà. Non, c'était moi qui me l'avais coupé moi-même, donc c'est moi le fautif. C'est pas Audrey. Je disais juste pour faire le lien avec l'activité physique adaptée, par rapport à notre situation psychique de malade, il y a aussi des choses. Il faut aussi parfois se réentraîner à la vie sociale, se réentraîner à la concentration, comment, tout ce qui est de l'attention, etc. Il y a aussi de la même façon des choses à reprendre tranquillement, hein, avec des aides, avec des choses comme ça. Mais de la même façon, la maladie nous bouscule sur tous les niveaux. Elle nous bouscule d'un point de vue physique, mais elle nous bouscule aussi d'un point de vue mental. De la même manière, il faut accepter les aides. Il faut accepter, oui, de ne pas refaire tout ce qu'on faisait auparavant, mais petit à petit aussi, on retrouve à la fois le moral, on retrouve aussi à la fois ses capacités cognitives, d'attention, de concentration, qu'on a perdu à un moment. Voilà. Il y a plein de choses qui ont été dites dans cette vidéo, hein. Je ne sais pas comment vous voulez réagir, mais sur la sensibilité importante, ce monsieur avec ses petites fleurs qui est fort sympathique et touchant, parce que on reste sur le côté anecdotique des petites fleurs, ça peut faire sourire, mais il parle vraiment, ben oui, mais il a une sensibilité telle que maintenant qu'il a besoin de ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez envie de réagir par rapport à cette vidéo, l'une ou l'autre. C'est très, 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 très riche. Hein. Il y a énormément de choses. Hein. Déjà, on voit bien la liste de tout ce que ça peut entraîner, hein, mais ce sont des réactions, des sentiments, encore une fois, qui sont légitimes. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la princesse Kate Middleton et de son cancer. Oui, tout à fait, je pense. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, personnel. Il y en a qui sont tristes et mélancoliques, d'autres qui sont en colère. Et la même personne peut passer par toutes ces phases. Comme la patiente qui est autogreffée, qui illustre très bien le fait que au diagnostic, bon, c'était un choc, c'est le coup de massue, le ciel qui vous tombe sur la tête, mais qu'elle était encore dans l'espoir de se débarrasser de la maladie. Or, c'est une maladie chronique. Nous, en tant que médecin, on l'annonce au diagnostic, mais les patients ne l'entendent pas, ou s'ils l'entendent, ils l'oublient. Et quand la rechute vient, ce n'est pas la même angoisse qu'au diagnostic. Ça, elle explique bien. Et on voit aussi que ce n'est pas la même façon de réagir. Elle n'a pas trouvé les mêmes ressorts qu'au moment de l'autogreffe et puis après la rechute, parce qu'effectivement, elle faisait beaucoup de sport, donc c'était quelque chose d'une activité personnelle et s'engager en tant que personne. Et là, elle a retrouvé plutôt une activité sociale, le cercle d'amis. Donc, la même personne peut passer par des phases différentes et peut trouver des solutions différentes. Ce n'est pas monolithique, encore une fois. Et je crois aussi, il faut insister sur le fait qu'il faut en parler. Encore une fois, dans une société de performance, on ne s'autorise pas à être déprimé, à être triste, à ne pas être combatif et joyeux. Comme le disait le docteur Thomas Chalepin, il faut le dire. Il y avait une question dans le chat tout à l'heure où quelqu'un disait « Mais comment faire comprendre que je suis déprimé ?» Peut-être qu'il faut s'aider aussi du médecin. Le médecin peut être aussi un passeur d'informations. Si vous n'osez pas le dire à votre entourage, le médecin peut aussi essayer de faire comprendre que vous êtes dans une période de fragilité, que vous avez besoin de soutien, si vous-même vous n'osez pas l'exprimer. Il faut en parler à votre hématologue, votre médecin traitant, enfin, le médecin en qui vous avez confiance et avec qui vous avez une bonne relation, et il peut aussi vous aider à faire passer certains messages. Par rapport à ce que vous venez de dire, Margaret, ça me fait penser à ce qu'on a souvent vécu dans notre groupe d'échange de paroles à Caen. Il y a régulièrement des couples qui viennent, malades et aidants, et en fait, d'entendre pour un aidant ou un malade, entendre un autre malade ou un autre aidant exprimer ses difficultés permet aux autres de dire tu vois, c'est ça que je ressens que tu comprends pas, et de faire passer, d'utiliser cet échange, cette relation comme ça de groupe qui permet aussi de faire passer des messages personnels. Et c'est le côté intéressant d'ailleurs dans ces groupes, quand on a à la fois des malades et des aidants qui s'expriment ensemble, et
et qui disent les choses. Et juste pour finir sur les aidants, enfin pas finir, c'est par rapport dans les enquêtes qu'on a faites, hein, il y a un malade qui exprimait la difficulté à se projeter dans l'avenir. Ce qui est important, c'est ce qu'on a nous mesuré ces 2 dernières années, c'est que ce sont pas les malades qui ont le plus de difficultés à se projeter dans l'avenir, mais ce sont les aidants, hein, qui sont tellement focalisés sur l'aide qu'ils apportent, sur ce qui va devenir pour le malade qu'ils accompagnent, qui sont dans le quotidien et qui n'arrivent pas à se projeter, à avoir des projets d'avenir, enfin avec beaucoup plus de difficultés. Et là aussi, il y a une aide, l'angoisse de l'aidant, et là aussi, il y a une aide à apporter, et les professionnels sont là pour ça. Et là encore, tout à l'heure, je parlais des représentations sociales, des médicaments tout à l'heure, des antalgiques qu'il ne fallait pas prendre parce qu'on allait être dépendant, et d'aller voir, on a souvent encore, trop souvent encore, cette représentation d'aller voir un psy, d'aller voir un spécialiste qui est quelque chose de négatif. Je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment une aide supplémentaire qu'on peut avoir et qui peut être bien à un moment donné. Et à un autre moment, on n'en aura pas besoin. Et puis, il y a des moments où on ne s'y attend pas, on s'y attend pas, on peut avoir besoin de cette aide. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la vie sociale? Si je vois sur la vie sociale, effectivement, ça me fait rebondir encore à notre réunion de Strasbourg. Dans l'association, on est quelques-uns à être bien motivés, on est même assez nombreux à être motivés à échanger. Parfois, on a cette remarque, mais qu'est-ce que tu fais dans une association de malades? Tu parles tout le temps du myélome. Tu as autre chose à faire, tu es en rémission, tu devrais faire autre chose que de penser tout le temps au myélome. Et en fait, on se disait, on était une vingtaine à en discuter, mais on était tous là, pas seulement pour parler du myélome, mais aussi parce que d'être dans une association, c'était, même si on ne pouvait plus travailler ou si on était en retraite, ça nous apportait une vie sociale riche, on rencontrait de nouvelles personnes, et c'est cette vie sociale qui nous motivait à être dans cette association là du myélome, mais d'autres personnes peuvent être dans d'autres associations, la vie sociale, retrouver une vie sociale, c'est extrêmement important, que ce soit à travers la F3M ou à travers une autre association, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Et si cette vie sociale, on ne l'a pas parce qu'on ne peut pas reprendre le travail, par exemple, on peut la retrouver aussi ailleurs, quoi. Et pour prendre l'exemple de Laurent et moi, je veux dire, c'est pas parce que tous les jours on consacre des heures à la F3M que l'on pense systématiquement myélome. On est dans l'organisation, on est dans la défense des droits des malades, on est dans l'organisation de réunions comme cet après-midi. Donc, je veux dire, mais c'est pas pour autant qu'on passe sans arrêt à notre maladie. Je pense que c'est important ce que vous dites parce que pour certains patients, et c'est souvent c'est quelque chose qui nous est dit régulièrement, le myélome peut être une pathologie qui isole. Et ce qu'on entend souvent, c'est en fait, comme personne autour de moi connaît cette maladie, alors je fais comme si elle n'existait pas, mais en même temps, j'essaye de ne pas y penser, ou alors j'ai aucune envie d'évoquer quoi que ce soit avec mon entourage, je préfère tout cacher. On a aussi des patients qui... Après, c'est des réactions qui, je pense, qui dépendent de chacun, mais souvent, quand la personne arrive à pouvoir exprimer son ressenti et pouvoir s'isoler un peu moins, les choses vont mieux, l'angoisse se diminue parce qu'on retrouve la capacité d'aller vers les autres au travers d'associations, au travers d'activités, de soirées, l'autre fois, il y avait un patient qui me disait qu'il avait retrouvé la capacité sociale au travers des jeux de société. Et alors, il disait au début, j'osais pas. Il était un grand joueur. Il disait, j'osais pas parce que je sens bien que j'ai pas toujours toute la mémoire que j'avais avant et les capacités de jeu de société. Et c'est tout mignon. C'est avec ses petits-enfants qu'il a recommencé à jouer. En fait, comme ça, spontanément avec ses petits-enfants, puis avec les ados. Et en fait, familialement, il a dit, j'ai retrouvé ma place parce qu'en fait, j'ai arrêté de me dire, il faut absolument que je gagne à tous les coups. Il a dit, j'étais très mauvais perdant avant la maladie, je le suis beaucoup moins maintenant. Donc, voilà, c'est une façon de faire. Mais je pense que d'arriver à trouver les moyens d'interagir avec les autres pour ne pas rester seul. Dans le chat, il y a plusieurs questions autour de la nourriture. C'est difficile de donner une réponse en 2 minutes. Après, je pense que il faut garder du bon sens par rapport à la nourriture, parce que ça peut aussi être une source d'injonctions hyper compliquées
clairement, je pense que dans l'aspect alimentaire du myélome, il faut garder du bon sens. Donc, il faut garder la capacité de garder du muscle. Donc, il faut que vous gardiez une part dans votre alimentation aux protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Ça, c'est important. Il ne faut pas faire l'exclusion de maladies. Il faut essayer de diminuer les sucres rapides parce que quand on est notamment sous dexaméthasone ou quand on a un diabète, eh ben, si vous prenez des desserts très sucrés et qu'au moment de la dexaméthasone, par exemple, pour ajouter du sucre, c'est pas bon. Il faut essayer de moins saler, mais finalement, c'est des conseils nutritifs qui sont valables pour la population globale. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire un régime spécial parce que vous avez un myélome. Voilà, diminuer les sucres rapides, essayer de diminuer le sel, de garder un apport de protéines parce que c'est parfois quelque chose qu'on enlève de l'alimentation quand on a un petit peu un dégoût alimentaire. Ce sont des choses simples. Et puis après, d'essayer de fuir un peu les alimentations qui sont très riches en pesticides parce que ça, c'est du bon sens. Ça ne veut pas dire ne prendre que des trucs bio parce que sinon, c'est la catastrophe. Mais de privilégier à la fois les circuits courts et puis les nourritures qui sont non transformées. Ce sont des conseils de bon sens, mais qui finalement ne sont pas si faciles que ça à suivre quand on est dans un mode de vie pressé, quand on n'a pas le temps de cuisiner. Peut-être que là, ça peut être le bon sens de retrouver l'envie de cuisiner, de mettre une alimentation qui soit riche en végétaux parce que vous avez besoin de fibres aussi. Pas trop riche parce que si vous avez des troubles digestifs sous les naïdomides, ben voilà, c'est adapté à chacun. Mais je pense qu'il n'y a pas d'exclusion en fait. Et surtout, il n'y a pas de pilule miracle qui vous amène les oméga 3 nécessaires. Voilà, je pense qu'il vaut mieux. J'allais vous brancher là-dessus, Cécile, sur votre discours habituel, mais qui est très important sur les régimes spéciaux, que ce soit en médicaments ou en régime alimentaire qu'on a sur Internet avec les régimes miracles ou les pilules miracles. Attention de s'en méfier au plus haut point, quoi. Ouais. Dès que vous voyez que l'argument principal, c'est de plumer votre porte-monnaie, méfiez-vous parce que malheureusement, vous êtes la cible aussi de super charlatans qui vont vous vanter les mérites, vous dire que vos médecins, ils y connaissent rien et que tout ça, c'est largement décrit dans la littérature et puis ils inventent plein de trucs. Mais moi, j'ai des patients qui prenaient des gélules véridiques, hein, toutes les 3 heures, y compris la nuit, avec un réveil qui se mettait toutes les 3 heures pour se réveiller, pour prendre la gélule. Et après, ben voilà, quand on parlait qualité de sommeil, au bout d'un moment, je me disais, pourquoi vous êtes fatigué là? On a arrêté tous les traitements. Pourquoi Ah, mais c'est à cause du traitement de désintoxication qu'on m'a mis, de désintoxication. Ben oui, voilà, parce qu'il fallait enlever la chimie de la chimiothérapie et du coup, on prescrit des La chronobiologie. La chronobiologie. Oui, mais bon, voilà. Le risque, il est grand parce qu'en fait, ben oui, on ne pourra pas vous cautionner ça et on a des gens qui vont utiliser votre angoisse, utiliser dans tous les sens du terme, et pas vous apporter du bien. Si vous sentez que ça ne vous apporte pas du bien-être, il faut réfléchir en fait. Donc, il y a plein de possibilités. Ça me permet de faire un petit point sur Internet, c'est-à-dire qu'on voit bien sur Internet, il y a des réseaux sociaux qui fonctionnent et qui permettent aussi des échanges super entre malades, entre aidants, des groupes qui se font, mais attention aux messages, attention, voilà, et surtout attention, très souvent sur les réseaux, on voit aussi les comparaisons, moi, ton médecin il t'a donné quel traitement, moi j'ai eu quel traitement, pourquoi j'ai pas le même que toi, etc. Et puis toutes les recettes miracles qui s'échangent, alors que les réseaux sociaux peuvent permettre aussi une vie sociale, à apporter des liens, permettre des rencontres, mais la plupart du temps, c'est quand même bien qu'elles ne restent pas seulement virtuelles et qu'elles permettent aussi une vie sociale beaucoup plus riche dans la vraie vie, quoi. Si c'est un réseau social pour organiser un groupe de marche nordique, par exemple, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, à la fois, il faut pas nier parce que les malades, il y a plusieurs groupes myélomes qui existent, où il y a des centaines de malades qui échangent. Mais voilà, mais sur ces groupes, on voit des choses très très belles, très positives, mais on voit aussi parfois des choses, et notamment là, on est sur l'anxiété et l'angoisse. Quand une personne anxieuse, angoissée met un message anxieux, angoissé sur un réseau social et que c'est une personne anxieuse et angoissée qui répond, la première personne, elle n'a pas forcément remonté son moral, quoi. Non, ça peut partir en vrille et ça peut partir en vrille très vite en fait. Avec bien s'imaginer que parfois sur tous ces modes
de communication et sur les réseaux normalement, il y a beaucoup de gens qui affirment et qui affirment sans aucun doute qu'ils ont la réponse. Et c'est finalement ça qui est dangereux. C'est que voilà, les gens qui vous disent faites comme ça et c'est sûr ça marchera, fuyez-les parce que ne pas avoir un peu d'humilité et ne pas mettre de doute dans ce type de réponse-là, il faut se méfier un peu en fait. C'est des gourous, donc ils sont investis d'une mission et convaincus de. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. On a beaucoup parlé par rapport à ça, sur l'importance de la vie sociale et dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui d'ailleurs, hein, que ce soit l'activité physique adaptée, souvent on ne la fait pas seul, on la fait seul, mais ça permet aussi de faire des rencontres, hein, les échanges avec l'équipe médicale, enfin voilà, toute la vie sociale, toute l'importance par rapport à ce que ce soit la fatigue, l'angoisse, l'importance de ces relations aux autres est vraiment essentielle au-delà des médicaments. Bien, on s'oriente. On pose des questions sur l'homéopathie, les probiotiques. Du Revlimid en homéopathie, ça c'est la spécialité de Cécile. J'ai eu maintenant le pomalidomide et le teclistamab en homéopathie. Et ça, oui, c'est dangereux. Franchement, la première fois que j'ai vu du lénalidomide, non, c'était marqué Revlimid parce qu'ils utilisaient le nom Revlimid en homéopathie et que la personne me disait que quand même, elle trouvait que c'était mieux en petites gélules sucrées que le médicament que je prescrivais. Je me suis dit, ben oui, là, on est en train de partir sur une déviation risquée, quoi. Et ils l'ont développé pour le teclistamab, le nouveau truc. Donc, mais après, faut surtout pas imaginer que toutes ces approches autres vont remplacer tous les soins, tous les médicaments qu'on prend, quoi. Je veux dire, d'aller voir un médecin homéopathe, pourquoi pas, mais il faut surtout pas se dire que ça va remplacer l'essentiel qui est le traitement du myélome qui sont faits par les oncologues et les hématologues, quoi. Faut être clair sur le message qu'on transmet. Ça, je pense. Et puis après, il faut aussi accepter, je pense, la puissance que chaque patient a d'arriver à trouver des solutions par lui-même. Et finalement, c'est ça qui est fait au travers de certains charlatanismes. C'est qu'au début, ça marche parce que le patient, il y croit. Et quand il y croit, ça devient efficace. Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'est l'effet placebo. Et l'effet placebo, il est puissant. C'est pas, je cherche pas à le minimiser. Hein. Mais, on a une petite, et ça c'est sympathique, on parlait de vie sociale, tout à l'heure on a dit que Claire ne pouvait pas être là, et il y a Claire qui nous fait un petit bonjour, qui nous salue, Claire Dubray qui devait animer la réunion et que le Mélo m'a empêché de faire, et elle est là pour nous faire un petit salut, donc on la salue tous. Voilà. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Bonjour Claire. On se dirige tout doucement vers la fin de notre rencontre. Alors, pour en savoir plus, donc j'ai vu que Cyril ou Audrey, je ne sais pas lequel des deux, avait mis le lien pour le bulletin 47 dans le chat. Mais sinon, vous allez sur le site de la F3M et vous le trouverez. Et vous trouverez. Donc, c'était un numéro hors série que nous avions édité pour la JNM de l'an dernier sur ces 3 sujets. Voilà. Et puis pour en savoir plus, vous pouvez aussi vous inscrire à Myélonet. C'est gratuit, c'est interactif. Voilà. Donc il suffit de s'inscrire sur le site. Donc écoutez, je remercie tout le monde, tous les participants. Je remercie aussi, bien entendu, nos intervenantes. Vous voulez encore rajouter quelque chose, Cécile, Margaret? Moi, je crois qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Oui, mais on n'a pas trop le temps. Il faudra peut-être les regrouper et éventuellement y répondre par écrit. Mais quelqu'un voulait savoir ce que pour la piscine, les activités. On a essayé d'être un peu général. C'est difficile de répondre individuellement à chaque cas particulier. Tout à fait. Non, moi, j'ai été ravie, comme toujours, parce que je vois qu'il y a beaucoup de participants, que les gens sont investis. Et j'espère vraiment que le travail de la F3M, encore une fois, reste indispensable, qu'il est utile, ne serait-ce que pour éviter ces dérives sur les réseaux et recentrer les patients sur le bon sens,
le rationalisme à la française, essayer d'éviter un peu toutes ces dérives dont malheureusement nous sommes témoins. Moi, je suis dans une région où la sorcellerie est encore fait parler. Plus tard que l'autre jour, Ah il y a un oui, patient, je suis entouré de sorciers, moi. il y a un patient qui m'a dit, bah, vous comprenez, bah oui, de toute façon, je suis allé voir le magnétiseur. Et ça, c'est classique. Les magnétiseurs ne sont pas les plus dangereux. Et je préfère que les patients m'en parlent plutôt que de ne pas être au courant. Les magnétiseurs sont implantés. Ce sont des personnes physiques, ils vivent dans un village, ils sont connus. Alors que les gourous sur les réseaux, on n'a aucune parade contre eux, comme le disait Cécile tout à l'heure. Voilà, encore une fois, ravi, François et Laurent. Merci. Cécile. Merci à vous, parce que je pense qu'effectivement, comme le disait Margaret, vous faites le relais entre le corps médical qui parfois est peut-être trop concentré sur les protocoles et thérapeutiques, et du coup, je pense que vous faites un parfait relais entre la communauté des patients, parce que ça fait une vraie communauté maintenant, et puis le corps médical, de manière à ce que toutes les informations elles soient rendues audibles et accessibles, et c'est vraiment important qu'on continue de collaborer comme ça ensemble, pour que voilà, l'efficacité, les changements thérapeutiques et les changements de prise en charge, ils puissent directement bénéficier à l'ensemble des patients. Merci à vous. Merci à vous. Du coup, enfin, je ne l'ai pas dit, mais comme j'avais mis les diapos à l'écran, je pense que ça s'est vu. Je dirais, on compte sur vous aussi pour nous soutenir, donc à travers des dons et des cotisations et des adhésions. Voilà, merci. Et du bénévolat, hein, parce qu'on a besoin aussi. Voilà, aussi. On a parlé des groupes de parole. Dans chaque groupe de parole, sur les 14 groupes de parole répandus sur toute la France, à chaque fois, il y a un bénévole de la région qui est là, ou 2 bénévoles de la région qui sont là pour aider à animer. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je crois, on dit à peu près 150-200 bénévoles à peu près sur toute la France de la F3M. Donc voilà, c'est plus près de 200 que 150. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, à des degrés divers, hein, ça peut être quelques heures dans l'année, comme ça peut être un peu plus, par exemple, pour nous. Voilà. Un plein temps. C'est plein temps, oui. Presque à plein temps. Moi, souvent, je dis en plaisantant que heureusement que je suis à la retraite parce que je n'aurai pas le temps de travailler. Voilà. Merci à vous. Donc, merci. Et puis, rendez-vous. Notez bien la date pour la prochaine journée nationale du myélome en 2024 qui aura lieu le 16 novembre. Voilà. Pour la première fois en novembre. Voilà. Hasard du calendrier, mais donc ça va nous permettre peut-être depuis un moment, on tourne autour du pot pour savoir s'il ne vaudrait pas mieux le faire au mois de novembre. Et bien voilà, le calendrier nous y contraint. Donc, se différencier d'Octobre Rose et puis voilà. Voilà. Bonne fin de week-end à tous. Merci à vous, merci beaucoup à tout le monde et merci à tous les participants. Merci, au revoir. Au revoir.